What's up les gars, bienvenue sur Fight Skills. Aujourd'hui avec Anthony De Oliveira, on va faire la récap des championnats d'Europe Nogi IBJJF avec sa belle médaille d'argent en black belt adulte. Déjà bonjour Anto. Salut, ça va Karim? Ça va. Alors, raconte-nous ta compétition. Ouais, alors c'était un retour à la compétition IBJJF pour moi. C'est surtout un retour aux Europe Nogi avec un nouveau règlement à l'IBJJF. Donc le nouveau règlement, c'est ils ont rajouté les clés de talon. Alors, exactement, ils ont rajouté les clés de talon à partir de la ceinture marron adulte et ceinture noire adulte. Les masters ne sont pas autorisés à faire les knee rip, donc les croisements de l'extérieur vers l'intérieur, ni les clés de talon. Les dernières fois qu'il y a eu les Europes, c'était en 2020, donc avant la pandémie. Là, c'était le retour toujours pareil à Rome. Il y a eu du monde, il y a eu de l'engouement, il y a eu des belles catégories. C'est un peu, je pense aussi, réanimer les catégories black belt Nogi. Ouais, Il y avait toujours moins de monde qu'en Guy par exemple. Ouais, c'est vrai qu'on a pu voir l'émergence notamment des leg loggers qui étaient un petit peu frustrés dans cette fédération avec l'interdiction des clés de talon. Là, ils sont arrivés avec leur panel technique sur les clés de jambes. Ça a d'ailleurs changé un petit peu la façon de travailler dans cette fédé. On peut voir que tout ce qui est 50-50, travail d'avantage et tout, c'était un petit peu oublié parce que là, les clés de talon, ça devient trop dangereux. Et en plus, c'était des jeux en nuances. Ouais, c'était vraiment nuant et c'était une raison pour laquelle l'IBJJF, des fois, j'accrochais pas vraiment en termes de dynamisme de combat. Et là, c'est vrai que c'est des combats assez rapides avec beaucoup de travail. Donc toi, tu étais engagé donc, en catégorie black belt. Feather, ouais, donc 67,5. Pesé le jour même. Pesé le jour même. Alors là, il y a une particularité qui m'a étonné, c'est que si la KT commençait le samedi, donc en fait, ils font tout ce qui est 16e, 8e le samedi. Et le dimanche, ils font quart demi-finale. Mais si ta KT commence la veille, tu peux te peser la veille. J'ai vu Souk avait commencé. Donc toi, tu étais quand même pesé la veille. Moi, j'étais pesé la veille parce qu'il n'y a qu'un seul combat qui était la veille. Mais par exemple, Souk a dû se peser juste avant son combat le samedi. Il a passé son tour et le lendemain, il n'est pas repesé. Il n'y a pas comme à la DCC 3 pesés. C'est étonnant ça de leur part parce qu'ils avaient l'habitude de toujours peser le jour même pesé peu de temps avant d'entrer sur le tatami. En plus, quand j'ai vu ton tableau, toi t'as affronté donc. Moi, il y avait un tour préliminaire avant moi. J'ai affronté le combattant qui gagnait la manche. Donc là, j'ai affronté Rice Price, donc en anglais. Moi, je pensais justement qu'il allait avoir un plus fatigué à ce combat. Mais en fait, lui, il a pas combattu. En fait, la veille, il devait combattre contre Kokkonen et Kokkonen ne s'est pas présenté. Donc en fait, on a eu le même traitement, on s'est tous posé la veille. D'accord, donc vous étiez 8. On était 8. Ça fait un beau quart de finale. Quart de finale, demi et finale. Donc alors au premier tour Rice Price. Premier tour Rice Price. En fait, il y a quand même un ranking IBJJF et j'étais bien placé. J'étais numéro 1 de la KT avec numéro 2 Ashley. Ouais, je t'avais souligné, j'étais un peu étonné parce que ça faisait longtemps. Ça faisait un moment que j'avais pas combattu, mais les autres non plus. Et j'avais fait un podium IBJJF Nogi au World Nogi en Los Angeles en 2020. Ce qui fait que ça m'a bien placé. Premier tour, j'ai eu Rice Price. Second tour, j'ai eu Sam McNally qui est rentré il y a 2 mois là, sur la DCC. Il bat Gary Tonon au premier tour en faisant l'upset, un des upsets de la soirée. Exactement, et après il faisait égalité 0-0 contre Josh Cisnero. Ouais. Donc il perdait la décision. Vas-y, fais-nous le détail. Rice Price, je travaille sur mon jeu de passage et puis il la garde. Je vois qu'il essaie d'attaquer un petit peu les talons, j'annule un petit peu son jeu. Je le surprends sur un passage en speed pass, je prends le backtake il sort, je reprends le backtake. Je sécurise le dos, je me mets au point et après je me suis dit je vais prendre opportuniste le bras. Je prends la Kimura grip, je prends le setup du dos pour aller chercher le Juji. Donc c'était des combats de 10 minutes. Combat de 10 minutes exactement. Et du coup tu le soumets. Ouais, je pense qu'on dure à peu près 3-4 minutes de combat. Voilà. Deuxième combat, ça s'enchaîne un petit peu une demi-heure après avec Sam McNally. Donc là j'avais vu un petit peu comment il combattait, j'ai regardé un petit peu à la DCC, j'ai analysé son jeu, je sais qu'il a des bonnes clés de jambes, je l'avais vu à la DCC Trials quand j'y étais, il avait gagné la catégorie. Je sais qu'il a un très bon enroulement de l'extérieur vers l'intérieur là sur le Juji avec une bonne Kimura. Je sais qu'il fait des deux côtés, mais je m'étais dit je vais peut-être passer à droite parce qu'il fait tout le temps à gauche et la plupart des gens essaient de passer à gauche. Donc ça a été très stratégique, un match très stratégique. Il essaie de rentrer sur les leg locks, j'ai essayé de rentrer en passage, lui mettre la pression.
Il arrive à me sweeper en fait sur les leg locks. En fait, à chaque fois que je désannule les leg locks, je ressors un petit peu à l'arrière pour chasser les pieds. Et sur un moment, ben, il en profite, il remonte. Donc on est à 2-2, on est à 2 pour lui, 0 pour moi. Et sur une action, je l'enroule sur une one leg et j'arrive à prendre le false trip pour aller chercher l'entrée en Ashigarami. Donc je le surprends là-dessus. C'est la séquence vidéo. Ouais, c'est la séquence qu'on peut voir sur mon Instagram. Il défend bien, il défend l'Ashigarami en saisissant ma jambe pour pas que je puisse serrer son genou. Je prends le talon, mais en fait je savais qu'il tapait pas vraiment sur le talon, donc je voulais vraiment renverser sur le talon. Je prends le talon, je renverse, j'arrive dans la garde fermée, donc je reprends au score 2-2. 2-2, je sors de la garde et là je rattaque le Ashigarami, j'essaie de lui mettre un heel hooks, un inside donc de face. Et je cache son talon pour chercher la back 50-50. Il sort et en fait j'ai été plus offensif sur ce match que lui. Il était très sur la défensive, essayait de rentrer sur les jambes ainsi de suite, mais j'étais plus dynamique dans le match et en fait je gagne à la décision du juge. Ouais, décision du juge. Donc c'est intéressant, là tu nous as parlé du côté stratégique, c'est pas évident. Je crois que les brackets sortent un peu avant, mais c'est moins évident que sur c'est moins évident sur un Superfight, Superfight, etc. Mais après 10 minutes c'est dur à gérer aussi. Ouais, 10 minutes, c'est long, 10 minutes. Donc voilà, tu gagnes à la décision des juges et après finale tu re-rencontres Ashley, ouais. Ashley, c'est la troisième fois cette C'est année. la troisième fois cette année, ouais. À chaque fois, ADCC Trials 2019, quand il s'est qualifié, c'était en Pologne. Deuxième, j'avais fait un super fight contre lui. Ouais, cet été. C'était sur un format team contre team. Où on était chacun capitaine d'une équipe. Tu cherchais, t'avais perdu, mais tu cherchais aussi à soumettre. Pas la soumission, lui, moi, je l'avais emmené au sol. C'était un combat très ouvert. Là, c'était un combat très ouvert parce que Ashley, il a une dynamique très offensive. On peut le voir sur ses super fights. On l'a vu le week-end dernier aussi au Polaris quand il soumet l'ancien combattant UFC Carlos Condit. Ouais. En fait, il est très opportuniste, très opportuniste. En fait, il y avait 0-0, on entame un match où il pue la garde. J'essaie de passer, il essaie de soumettre, il essaie de renverser. Il marque un avantage, je marque un avantage sur un pull où je rentre en double leg. Il y avait 0-0 jusqu'à la 5e minute. On fait un échange de clé de jambe à un moment. Il attaque mon talon, j'attaque le sien, il redéfend. C'était un match très ouvert, très offensif, très dynamique. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur Instagram ou Facebook. Et après, le combat entier il est sur Facebook. Et après, en fait, il a été opportuniste sur une demi-garde où j'avais pas rentré le half butterfly. Donc j'étais pas avec le crochet à l'intérieur, j'avais le pied légèrement à l'extérieur. Il a soulevé mon talon et en fait, il s'est lancé sur la clé de jambe. Donc en fait, je voulais remonter pour remonter au score parce qu'il y avait 2-0 pour lui et avantage partout. Et quand j'ai remonté, en fait, il a ripé le heel hooks en outside, donc du coup avec le talon vers l'extérieur. Et en fait, quand il a commencé à amorcer, moi j'ai commencé ma roulade pour faire l'escape. Mon genou a commencé à sortir, mais mon talon il est resté. Donc du coup, il finalise sur la clé de jambe. Ouais, j'étais un peu surpris de voir que tu as finalisé avec ce clé de talon. Moi aussi, ça m'a surpris parce que c'est assez basique. Parce qu'en fin de compte, c'était depuis une garde ouverte, lui au-dessus, moi en dessous. Il a été opportuniste. Il y en a eu beaucoup qui ont feinté comme ça, qui sont allés très fort sur des clés de talon. En fait, en outside, comme ça demande pas un gros contrôle du genou. C'est vrai que si on part très fort sur le talon, des fois ça vient. C'est radical, hein, c'est un pic direct. Ceux qui ne connaissent pas les clés de talon, à l'entraînement, les immolos et en compétition, si ça craque, on reste sur le carreau. J'ai échangé d'ailleurs avec Vincent Nguyen qui était responsable du corps arbitral, qui m'a informé qu'en ceinture marron, il est beaucoup blessé sur les clés de talon. Certains les travaillent beaucoup, comme je le disais moi sur un post Instagram, certains les travaillent beaucoup, certains les ont jamais travaillés. C'est-à-dire qu'en ceinture marron ils arrivent où on va dire que là où il faut franchir la marche des clés de jambe. Et d'autres ont travaillé pendant 5-6 ans, d'autres n'ont pas travaillé pendant des années, ne savent pas le défendre. Comme tu as dit aussi, c'est un constat, c'est que des pays comme la Pologne, l'Angleterre, la Grande-Bretagne en général, tu n'as que des Britanniques. En fait, dans la catégorie, il y avait presque. Il y avait 2 Brésiliens, un de Chatos, un de. Je sais plus où ils venaient, Tijuca, je crois. Et après, c'était que des Britanniques. Et ils sont vraiment en avance sur nous, sur les clés de talon. Les petites coupures, donc on disait que les Anglais, ils avaient beaucoup d'événements, ce qui s'est pas pu perdre en France.
Et notamment beaucoup d'organisations type Grappling Industry qui autorisent les clés de talon. C'est qu'on s'est beaucoup plaint en France de ne pas avoir de clés de talon. Aujourd'hui, on en a et aujourd'hui, beaucoup ne font pas l'effort d'aller chercher même les Grappling Industry. Hein. Moi, la dernière fois, je suis allé au Grappling Industry. À Paris, en plus. Il y avait moi et 2 Koweïtiens dans ma catégorie. Ah ouais, c'est bizarre quoi. Je sais pas si depuis le Covid en plus, ça a eu une perte de vitesse dans le grappling. Ouais. À voir sur les prochaines compétitions si ça se relance ou les anciens, je sais pas. Ouais. Bref. T'avais dit, tu parles aussi de l'arbitrage qui a été très Ouais, l'arbitrage qui a été très carré, mais ça c'est typique de l'IBJF avec des gens qui sont très formés. On peut vous saluer aussi Vincent Nguyen qui était responsable de l'arbitrage avec des arbitres français, avec Kenji. Il y avait vraiment de la qualité sur l'arbitrage, mais ça c'est typique de l'IBJF. Et après, c'est vrai qu'il y a du beau monde, ouais. Ça a amené du beau monde, c'est que les talons, ce nouveau règlement. Il y en a qui sont restés, qui ont fait le Polaris, qui sont restés. Il y a eu Mathieu Szczęsny, là, le Polonais qui a fait la DCC, il était out. Il n'a pas pu combattre, mais il y a eu Oliver Taza, il y a eu vraiment du beau monde. Elle était out à cause du Polaris. Ouais. Parce qu'il avait affronté. Ah non, alors je sais pas s'il a été out à cause du Polaris. Moi j'ai entendu qu'il avait un staphylo. Il avait pu combattre à cause de ça parce qu'il avait combattu la semaine d'avant. Contre Polaris, contre Taza, ouais. Donc voilà. C'est dommage hein, parce que ça a attiré beaucoup de monde cette compétition. Il y a des Américains qui viennent, des Brésiliens qui viennent de chez eux, hein, du Brésil, des pays du Moyen-Orient. Donc c'est l'occasion aussi de se mesurer vraiment à un autre niveau, du haut niveau ouais. À des gens de plein d'horizons différents. Et voilà quoi. Du coup, prochain objectif, Anthony? Alors, prochain objectif, faire les World Nogi BJF à Los Angeles. Qui seront le 7 au 10 décembre. Donc dans un petit peu moins d'un mois là. Exactement, dans 3 semaines. T'es prêt dans tous les cas? Ouais, là je continue à me préparer. Sur l'Europe, on va dire que ça a été une étape de plus. Ça s'est bien passé, malgré que j'ai pas pris le titre. Mais après, derrière, on va avoir une belle catégorie au World Nogi. J'ai regardé ça, c'est déjà inscrit. Dans le prolongement, il y en a beaucoup qui prolongent leur prépa de la DCC jusqu'au World. Après, ils arrêtent la saison de Nogi avec Steve BJF Nogi qui va clôturer à peu près la saison qui reprend en janvier à Paris. Après, ça va être du kimono. Les BJF, en fait, la plupart du temps, ils découpent comme la première saison jusqu'à juin. C'est du kimono jusqu'au mondial. Et après le mondial kimono, ils attaquent la saison Nogi avec les PAN, les Europes et les Worlds. Ok. Ouais, donc là, ça va être une belle échéance. Ouais, parce que tu as déjà participé. J'ai participé 2 fois, une fois en ceinture marron et une fois en ceinture noire. En ceinture noire, la dernière fois, j'ai sorti un mec du Fight Sport, qui est d'ailleurs dans ma catégorie encore, et que là, j'avais perdu sur une demi-finale contre Joao Miao. Donc avec les anciennes règles IBJJF. C'était les anciennes règles, ouais, exactement. Il n'y a pas de knee ripping, il n'y avait pas de clé de talon. Là, on est dans le nouveau format, ça va attirer, je pense, encore plus de monde. Ouais, parce que vous étiez peu nombreux. À chaque fois, on a à peu près entre 10 et 12 sur un World. Là, j'ai déjà regardé, je crois, on est déjà à 12. Les inscriptions sont encore ouvertes. Donc, Mais précédemment, il fallait marquer des points pour être qualifié. Alors, en Nogi, ça a toujours été l'exception par rapport au kimono. Au kimono, ils avaient instauré cette règle de ranking où il fallait faire plusieurs Open pour marquer des points avec un classement par étoile. Là, c'est pas le cas avec les World Nogi. C'est assez ouvert quand même en termes de participation. Le moment où on a un ceinture noire, on peut venir y participer. Ouais, ça va être très intéressant. Ça de Street Fight, on va faire une petite cagnotte pour te soutenir. Donc si vous aussi voulez le soutenir dans sa conquête du Graal pour les World IBJF Nogi, donc n'hésitez pas, on mettra peut-être le lien de la cagnotte ou sur ses réseaux. En tout cas, n'hésitez pas à le suivre. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Sur ce, on vous dit à la prochaine. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit récap avec Anthony. Et on fera la prochaine après les Worlds. Exactement. Donc, voilà. Sur ce, os.